Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on débute le grand tour de ce midi avec un cas dont le titre s'affiche, septuagénaire qui a des manifestations digestives trompeuses. Trompeuses. On pourrait dire trompeuses actuellement. OK. Alors, Antium, attends. Bonjour à toutes et à tous. Donc, commençons. Manifestation digestive trompeuse chez un homme de 74 ans. C'est parti. Alors, il s'agit donc d'un homme de 74 ans qui, depuis 6 semaines, se plaint essentiellement d'inappétence, d'une sensation d'estomac plein et d'une dysphagie qu'il qualifie plutôt d'œsophagienne. C'est-à-dire qu'il nous dit bien que quand il avale ses médicaments, eh bien, il a une sorte de blocage au niveau ici rétro-sternal. Par contre, au niveau des liquides, eh bien, ça passe. Il se plaint également d'une perte de poids de 12 kilos durant cette période, de nausées sans vomissement et également d'une légère gêne épigastrique. Il n'a pas de plainte cardio-pulmonaire ou urinaire, il n'a pas de notion de frisson ou de fièvre, pas de notion non plus de transpiration nocturne. Et alors, c'est un patient qui est revenu de Singapour il y a 2 mois. Au niveau de ses antécédents médicaux, eh bien, il a des antécédents cardiaques avec une cardiopathie ischémique stentée IVA diagonale en mai 2023. Il est hypertendu, il a une hypercholestérolémie et il est diabétique de type 2. Il n'a pas d'antécédents chirurgicaux. Au niveau de son traitement à domicile, eh bien, il prend une triple thérapie pour son hypertension, donc avec un sartan, un inhibiteur calcique qui est l'Amlor et un thiazidique. Il prend de l'Azaflo, il prend du Suvazen qui est une bithérapie, donc ezetimibe et statine, et il prend du Metformax. Au niveau de son mode de vie, eh bien, c'est un ancien tabagique arrêté en 98. Il cumule 18 années paquets et il consomme 5 à 6 bières par jour et parfois une bouteille de vin par jour, ce qui fait une consommation assez importante. Il n'a pas d'allergie et alors c'est un ancien pilote de ligne qui habite à Singapour. Alors, tout commence vers la mi-mai où le patient se rend aux urgences. À ce moment-là, donc, il a un examen clinique qui est sans particularité. Il est en bon état général. On fait une première prise de sang où, on a un hémogramme qui est normal, un ionogramme qui est normal, une fonction rénale conservée, des enzymes hépatiques normales et une CRP négative, donc une biologie vraiment blanche. On lui instaure un traitement empirique par, IPP et il a déjà une visite, de prévue chez son gastro-entérologue avec une gastroscopie, 1 semaine plus tard. Alors, la gastroscopie réalisée montre une œsophagite de grade A sur une petite hernie hiatale et une pangastrite pardon, avec un mini ulcus forest 2C. Alors, est-ce que c'est assez pour expliquer les plaintes du patient? C'est une bonne question. La gastro-entérologue, en tout cas, complète par une échographie abdominale qui montre donc 3 formations arrondies, hyperéchogènes, évoquant en première hypothèse des angiomes hépatiques. À gauche, elle décrit un kyste rénal cortical de 20 mm et quelques kystes parapiéliques. On complète également par un scanner thoraco-abdominopelvien et donc il confirme plusieurs enjeux hépatiques, dont le plus important mesure 4 cm et le radiologue décrit également quelques kystes parapiéliques rénaux. On fait finalement une coloscopie le 19 du 6 qui revient tout à fait normal. Alors pour l'instant, on n'a pas d'explication suffisante, en tout cas sur les plaintes du patient. Donc est-ce que vous avez des commentaires, des idées? Qu'est-ce que vous feriez pour la suite? OK. Un petit résumé ici du cas qui s'affiche pour vous. Donc finalement, il a quand même, bon, il a quelque chose, cet homme-là, quoi. Il a maigri de 12 kilos, Absolument. euh, il a des difficultés finalement digestives hautes. On ne Exact. voit pas très bien pourquoi on a fait une colonoscopie. Euh, alors, je ne sais pas s'il m'a donné la solution, mais en tout cas, je l'ai oublié, donc je peux jouer avec vous. Alors, la gériatrie aux commandes. Il a une vidange gastrique normale? Il a un bilan? Il a une vidange gastrique normale, comme il est diabétique, il Alors n'a pas une, à ce moment-là, il y a pas de Oui, bilan. excellente remarque. On n'a pas encore la Pas vidange encore le gastrique, bilan c'est gastrique. utile de le faire. Et donc, enfin, ça permet de rebondir sur finalement quelque chose de fonctionnel. Bon, tout ce qui est structurel est négatif, c'est pas inflammatoire, mais donc c'est fonctionnel. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas digérer convenablement de haut
en dehors d'une gastroparésie. Et alors, j'ai pas vu, mais il n'a pas d'éosino, ce monsieur. Non, l'hémogramme est tout à fait normal. OK, et au niveau sel, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de modification de ces sels, de fréquence, de taille, de couleur, de Non, densité, rien du tout? pas spécialement. Non. OK, bon, maintenant, on pourra avoir une œsophagite à éosinophile sans que nécessairement il y ait une éosinophilie importante, mais enfin, généralement, ils ont quand même un petit peu d'éosinophile, hein, donc, ou un parasite. Hein, un parasite. Il se plaignait quand même de constipation. Mais bon, il se disait qu'il mangeait pas beaucoup. Mhm. Et C'est parce qu'on demandait pour les troubles du transit. une infection qu'il faut quand même, du point de vue fonctionnel, si on regarde les causes fonctionnelles, bon, une myasthénie pourrait également provoquer des problèmes fonctionnels. Pas de diplopie, ouais, Pas de plainte. pas de ptosis, Non, pas non. de signe évocateur de ce côté-là. Quelque chose d'infiltratif éventuellement. Bon, pensez à, ouais, peut-être une œsophagite eosinophile ou autre chose d'infiltratif. N'a pas de stigmate de sclérodermie. C'est un peu tard pour commencer ça. Non. Mais enfin, bon. Bon, ça pourrait être cohérent avec quelque chose de froid. Hein. C'est une maladie qui n'est pas très inflammatoire au niveau systémique. Bon, sur le chat, pas d'idée? Van Houten demandait s'il y avait des plaintes articulaires ou cutanées. Pas de plainte articulaire ni cutanée mentionnées par le patient. OK. Allez, on avance alors. Alors, donc, il se présente aux urgences de Delta le 21/6 et il est hospitalisé en médecine interne. La prise de sang réalisée aux urgences est parfaitement normale, hormis une minime altération de la fonction rénale. Voilà, 17 d'urée, 25 de créate, 57 de DFG. Alors, les urgentistes font également des marqueurs tumoraux qui reviennent négatifs, avec un PSA, un CA et un CA19,9. Oui, attends. Donc, juste quand même une mini-remarque. Bon, j'aime répéter ça. Ceci n'est pas une indication de marqueur tumoraux. Euh, voilà. Point. Alors donc chez nous, il est hospitalisé. On demande de répéter la gastroscopie. On demande en effet une radio OED et une scintigraphie de vidange gastrique également. Alors ça, c'est vendredi. Le week-end passe donc sans particularité. La gastroscopie réalisée le matin, lundi, nous révèle une gastropathie érythémateuse ventrale et un érythème focal au niveau de la poche à air. Post-biopsie, évoque le gastro-entérologue. Et alors, par contre, la prise de sang, devient anormale avec 2 petites choses qui reviennent, de manière assez étonnante. Première chose, on a une hypernatrémie à 151 mètres par litre et une hyperchlorémie à 112 mètres par litre. Sachant que le patient était perfusé par 500 cc en 24 heures de mixte durant le week-end. Alors, bon, est-ce qu'il a été trop perfusé? Est-ce que c'est une simple déshydratation? Voilà, est-ce qu'on en tient compte? Est-ce que ça vous évoque quelque chose de particulier? Bon, trop perfusé. Bon, si on est perfusé en NaCl, on ne va jamais monter sa natrémie, sauf si on a du Lasix en plus. Donc, généralement, quand on est trop perfusé dans une situation comme ça, on fait plutôt en hyponatrémie. Donc, il y a une question à poser. Une question à poser, c'est de savoir, hein, est-ce qu'il urine beaucoup? Alors pour l'instant, c'est une question qui sera répondue plus tard. Mais pour l'instant, il ne s'en plaint pas spontanément lors de l'anamnèse, initiale. Et- OK. Donc, c'est une bonne question. C'est une bonne Alors, question. et comment était sa natrémie quand il est arrivé? Normal, tout à fait normal. Ouais, ouais. Enfin, combien ça va? Combien? Alors j'ai plus le nombre exact, mais c'était moins de 145. Moins de 146. OK. Parce que bon, pardon? 143? Bon, on ne peut rien dire avec 143. Mais donc, il aurait fallu savoir s'il était polyuropolydipsique avant d'arriver, quoi. Oui. OK. Alors on continue. Alors la deuxième chose qui revient aussi anormale, eh bien, ce sont les tests thyroïdiens, qu'on avait demandé, voilà, de manière un peu, systématique, avec une TSH qui est basse, hein, 0,13 et une FT4, qui est également basse, à 7,7. Alors là, quand on reçoit ces résultats,
Est-ce que maintenant ça vous évoque quelque chose d'autre ou est-ce que... Bon, alors, c'est clair qu'à ce stade-ci, ça doit évoquer quelque chose d'autre, hein, puisqu'il a des... je peux me faire l'avocat du diable. Bon, chez quelqu'un de très malade, Brigitte, il pourra avoir un lot T3, lot T4 et une TSH un petit peu basse. Oui, c'est tout à fait possible hein, qu'il ait ce qu'on appelle un euthyroid 6 syndrome avec une TSH basse et une FT4 basse. Mais bon, il y a encore l'autre contexte, le sodium et puis les vomissements. Donc, il faut aller plus loin pour... OK, donc on aimerait savoir quelles sont les valeurs de ces autres axes. Et puis, comme il faut parfois un petit peu de temps, on peut d'emblée demander une IRM de l'hypophyse. Exact. Alors, donc nous, en effet, on part sur une hypothèse que le patient n'arrive pas à diluer son sodium malgré un état cognitif normal et un accès à l'eau. Donc, on évoque un déficit ou une résistance à l'ADH. Et c'est une hypothyroïdie qui a en effet une allure centrale. Donc, on demande un spot urinaire, le dosage des autres hormones de l'axe hypothalamo-hypophysaire et une imagerie cérébrale. Attends, alors ici, ça mérite quand même une remarque complémentaire. Alors, ta phrase est quand même extrêmement importante. Il n'arrive pas à diluer son sodium malgré un état cognitif normal et un accès à l'eau. Et tu dis déficit ou résistance à l'ADH, ça doit suggérer quand même quelque chose de plus. Je veux dire que quand on a un état cognitif normal et qu'on est en train de perdre de l'eau, ben, on boit. Exact. Bon, puisqu'il a un accès à l'eau. Donc, s'il a un accès à l'eau et qu'il ne boit pas, il faut imaginer qu'il y a en plus de son trouble hypothalamo-hypophysaire sur ses hormones, une atteinte du centre de la soif. Je me souviens comme ça il y a assez longtemps, un congrès de néphro à Washington, où il y avait un abstrait qui m'avait interpellé, hypernatrémie et SIADH ou un truc dans ce goût-là. Donc, l'histoire, c'est un patient qu'on découvre dans le désert, dans le coma. Ça se passe au Colorado. Il a à côté de lui une gourde pleine et il arrive à l'hôpital avec 185 de natrémie, avec une gourde pleine. Et puis alors, on commence à l'hydrater, puis ça diminue progressivement le week-end. Hein, donc, c'est 140, 135, 130, et puis on retourne à 125 de natrémie. Et donc, en fait, il avait une atteinte assez complète au niveau de son hypothalamus, avec une atteinte du centre de la soif et une sécrétion d'ADH en plus. Mais donc, il faut toujours bien interpréter l'ensemble de ces données en se disant comment elle a soif, et il y a des tests qui permettent de faire cela. On peut notamment perfuser du NaCl hypertonique et puis de voir à quel moment les gens commencent à dire j'ai soif, quoi. Et dans des problèmes d'adypsie ou d'hypodipsie, ben, voilà, ils n'y disent rien de spécial, ou bien ils déclenchent leur soif alors qu'on est déjà à des valeurs très importantes d'osmolalité plasmatique. On continue. Alors, on a le spot urinaire qui nous montre un sodium qui est effondré. Et alors, une osmolalité urinaire qui est très très basse, hein, 70 milliosmoles par litre d'eau, qui montre bien que ces urines sont très très diluées. Et donc, finalement, ce tableau concorde avec un diabète insipide. Et a posteriori, le patient mentionne en effet un syndrome de polyurie polydipsie qu'il n'avait pas mentionné du tout à l'anamnèse initiale. On fait également les autres hormones de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors ici, on voit que son ACTH est basse, son cortisol est bas, la LH-FSH est également effondrée, la prolactine est augmentée et la testostérone est effondrée également. La DHA sulfate et les hormones de croissance et IGF-1 sont normales. Donc, on est finalement face à un tableau de panhypopituitarisme avec une prolactine qui est augmentée. Je vous le rappelle qu'en effet, c'est l'hypothalamus qui sécrète le prolactine inhibiting factor, donc la dopamine. Et quand il y a une compression au niveau de la tige pituitaire ou au niveau hypophysaire, eh bien, cette prolactine n'est plus inhibée et elle va venir augmenter. Alors, on complète par un CT cérébral injecté qui nous montre en effet ce qu'on suspectait, hein, donc une lésion de 17/23/15 mm qui se rehausse de manière homogène après injection de produit de contraste et qui est localisée en projection supérieure de l'hypophyse en regard de l'hypothalamus.
Et il y a une seconde lésion, un peu plus petite, qui présente les mêmes caractéristiques, qui est au niveau du troisième ventricule. On a également une radio OED qui est faite le jour d'après, qui montre une stase gastrique, et on évoque en tout cas une suspicion d'une gastroparésie. Alors, face à ce tableau, on débute une supplémentation par hydrocortisone, par minirin et secondairement par L-thyroxine. Avec une certaine amélioration, en tout cas des symptômes gastriques, la dysphagie est améliorée et l'appétit est beaucoup meilleur chez notre patient. On obtient l'IRM cérébral quelques jours plus tard qui montre une masse donc, qui est la principale, qui est hypothalamo-infundibulaire, avec une extension jusqu'au niveau de la tige qui est épaissie, et une discrète extension floue intra-hypophysaire. On a une autre masse qui est intraventriculaire au niveau V3, latéralisée à droite, une autre masse intraventriculaire V4, et une autre mal délimitée qui est au niveau du pôle inférieur du quatrième ventricule. Donc, le radiologue conclut que ce sont des lésions multifocales, hypothalamo-infundibulaires d'environ 2 cm, ainsi que sous-épendymères des troisième et quatrième ventricules, et il pose un diagnostic différentiel qui est le suivant. En premier, le lymphome, en deuxième, une tumeur gliale de haut grade, et en troisième, des métastases. Hop. Alors, on complète le bilan par un PET scanner quelques jours plus tard, et donc on retrouve ces deux foyers hypermétaboliques cérébraux. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve deux nodules nettement hypermétaboliques, un au niveau du pôle supérieur du rein gauche, que vous pouvez voir sur l'image de droite, et un au niveau du bord externe du pôle inférieur du rein gauche, que vous pouvez voir sur l'image de gauche. Et là vient donc la question de où est-ce qu'on fait la biopsie. Peut-être avant ça, Brigitte, comment t'expliques la symptomatologie digestive et finalement la gastroparésie qui a l'air de s'arranger, quoi? C'est d'origine quoi? Thyroïdienne? C'est quand même pas habituel comme symptomatologie. Mais c'est la crise d'Addison, hein, je veux dire, le déficit en cortisol qui est responsable des nausées. Et quand on va en crise, on peut développer en plus des vomissements et des diarrhées. Et donc, je crois que c'était lié à son déficit en cortisol et pas à sa thyroïde. Et il faut surtout pas supplier l'axe stéroïdien avant de mettre l'hydrocortisone, comme on a fait ici, parce qu'autrement, tu provoques une crise additionnelle. Mais ici, on n'a pas l'impression que c'est les vomissements qui étaient à l'avant-plan, que c'était plutôt C'était une surtout difficulté C'est ça, déglutition, oui, absolument. Oui. quand même assez surprenant. Bon, bref, la question, où est-ce qu'on va biopsier? Bon, j'aurais plutôt tendance à biopsier dans le bas plutôt que dans le cerveau, en tout cas. Voilà, bon, pas Je continue. demander à Barcellio ou aller prendre peut-être vers le haut, là, oui, une petite lésion supérieure qui m'a l'air la plus grande. Vous voulez dire, Jean-Pierre, pas de commentaire? OK, donc ce sont en effet la question, c'est est-ce que c'est une lésion cérébrale primitive ou secondaire? Donc on a ces lésions rénales gauche hypermétaboliques qui, je vous le rappelle auparavant, étaient quand même décrites comme des kystes, hein, par, échographie et par scanner abdominal. Donc c'est assez surprenant. Finalement, on va discuter avec, les oncologues qui vont nous dire qu'il n'y a pas d'indication de ponction de la masse rénale au vu du risque d'essaimage et également qu'il n'y a pas de certitude que l'anapathe de la masse cérébrale, eh bien, ce soit la même que la masse rénale. Ça peut être tout à fait 2 masses, différentes et donc on a quand même besoin de la biopsie de la masse, cérébrale. Alors, on a une com neuro qui est faite le 3/7 où, il y a une décision de compléter le bilan par une IRM médulaire pour voir s'il n'y a pas une lésion plus accessible pour la biopsie. L'IRM médulaire réalisé 5 jours plus tard nous montre une discopathie cervicale et lombaire, mais pas de masse médulaire biopsiable. Et finalement, au vu de l'évolution relativement favorable du patient, celui-ci est autorisé à quitter l'hôpital le 12/7 et il sera revu en consultation pour le suivi. La com neuro réalisée quelques jours plus tard, finalement décide d'organiser la biopsie cérébrale. Alors, il est revu en consultation de médecin interne en premier le 22/7 avec une apathie qui est quand même persistante, une polyurie, polydipsie qu'il mentionne quand même. Donc, son traitement hormonal par mini-rein est un petit peu augmenté. Et il est revu en consultation de neurochirurgie également le lendemain, où on lui explique la biopsie cérébrale et on la planifie le 2/8. Le patient va se représenter 3 jours après, donc le 26/7, pour un tableau de dégradation de l'état général avec des vomissements à chaque tentative d'alimentation. À la prise de sang, on montrera une hypernatrémie à 148 et on refera un CT cérébral aux urgences qui montrera une stabilité des lésions. Le patient est donc hospitalisé pour hydratation et traitement asymptomatique.
Et alors, au cours de l'hospitalisation, on va refaire un scan abdominal pour voir s'il n'y a pas une autre composante de ces vomissements. Et celui-ci montre des choses aussi intéressantes. Donc, on a les 3 angiomes hépatiques qui sont connus. Et par contre, les lésions nodulaires périrénales qu'on avait décrites, eh bien, au PET scanner, elles augmentent de taille. Donc, en un mois, elles ont pris plus ou moins 1 centimètre chacune. Donc, il y a une lésion au niveau du pôle supérieur du rein gauche, 2 nodules annexes au niveau de la graisse pararénale et une lésion au niveau du pôle inférieur. D'ailleurs, le radiologue lui-même mis dans son protocole que cette dernière lésion au niveau du pôle inférieur, eh bien, pourrait être accessible à une ponction écho-guidée. Il y a aussi une sorte d'infiltration par endroit d'allure micronodulaire au niveau de la graisse périrénale. Donc à ce moment-là, en cours de l'hospice, on se décide également si finalement on ne ferait pas cette biopsie au niveau de la lésion rénale. La biopsie cérébrale est prévue le lendemain ou le surlendemain. Et finalement, on va se dire qu'on ne va pas toucher à cette lésion rénale et qu'on va simplement faire la biopsie cérébrale. Donc, le patient a sa biopsie cérébrale le 2 du 8, sans complications post-procédurales. L'évolution clinique, est relativement stable, hormis qu'il y a, une confusion fluctuante qui apparaît et malheureusement, après un litige avec, la fille de la patiente du patient, pardon, celle-ci donc demande un transfert à Autigny-Saint-Pierre et le patient est, transféré donc, le 8 du 8. Alors finalement, 2 jours après, on a le résultat de la biopsie cérébrale qui sort et on nous dit que c'est un aspect histologique qui a un profil immunohistochimique qui est compatible avec un lymphome B diffus à grandes cellules primitif du SNC, sans toutefois exclure un lymphome B diffus à grandes cellules systémiques. Et donc le diagnostic final pour nous est un panhypopituitarisme sur une compression hypothalamo-infundibulaire par un lymphome cérébral multifocal et on a ces masses rénales gauches d'allure kystique qui sont hypermétaboliques mais de nature inconnue. Alors, que pourraient être ces masses rénales? Est-ce que c'est, une néoplasie synchrone? Est-ce que c'est un carcinome rénal, d'allure kystique? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un lymphome rénal avec des lésions cérébrales secondaires, mais la NAPAT est plutôt en défaveur? Et ou alors est-ce que c'est un hypermétabolisme non néoplasique, une sorte de faux positif du PET scan? Donc j'ai recontacté les radiologues et les nucléaristes pour rediscuter du sujet. Ils, sont d'accord de dire que donc ces images ne collent pas avec une ectasie piélique qui aurait pu capter l'UFDG, donc c'est pas un faux positif du PET scan et pour eux, en renvoyant le scan, il s'agit de lésions donc de densité plutôt tissulaire et non liquidienne, du rein gauche, hein. Donc il y a trois parties du rein qui sont où sont ces lésions et donc la suspicion première est une suspicion d'être, des lésions tumorales. Attends, peut-être, au moment où tu dis lymphome B à grandes cellules, on a déjà les immunomarquages? Non, à ce moment-là, on a un Parce qu'il protocole faut provisoire. expliquer, hein, donc les cellules claires d'un cancer rénal peuvent parfois avoir une touche autre et donner des faux diagnostics de, de lymphome. Mmh. Donc l'immunohistochimie, oui, elle avait été faite, mais les Ça a été fait? ouais, ça avait été fait, Ok. ouais, ouais. Bon, ok. Alors, j'ai retéléphoné à Autigny-Saint-Pierre pour voir quelques nouvelles. Malheureusement, le patient se dégrade, sa confusion, augmente et alors il y a une ophtalmoplagie qui est apparue avec une paralysie faciale transitoire. Ils ont refait une imagerie cérébrale qui montre une augmentation de la taille des lésions et ils ont instauré un traitement par méthotrexate et rituximab. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont refait une écho-abdo faite pour des perturbations hépatiques et de nouveau, ça protocole qu'il y a des kystes parapiéliques, gauche. Donc en discutant avec la médecin qui s'occupe du patient, eh bien, en effet, ils ont revu le dossier. Ils suspectent aussi que ces masses rénales soient néoplasiques. Ils ont décidé de ne pas biopsier ces masses rénales parce que l'urgence était de traiter la partie cérébrale. Et ils considèrent que le mieux, c'est de refaire un PET scanner après la fin de la chimiothérapie pour voir si ces masses rénales répondent au niveau de la captation du FDG. Donc, je voulais revenir un petit peu sur la biopsie d'une masse rénale, voir un petit peu quand est-ce qu'elle était plutôt indiquée, plutôt moins indiquée. Donc, en effet, elle est plutôt indiquée lorsque la nature de la lésion est inconnue et que l'étiologie de celle-ci guidera la prise en charge ou la modifiera. Si par exemple c'est une suspicion de lésion métastatique, de suspicion de lymphome, de processus infectieux ou inflammatoire, elle est par contre un peu moins indiquée dans des masses kystiques qui sont de petite taille, car le risque de biopsie non diagnostique est plus élevé et le risque de malignité est plutôt bas, ce qui limite l'utilité de la biopsie dans ce contexte. Également, si l'imagerie est très en faveur d'un carcinome rénal et que le bilan d'extension est négatif et qu'une néphrectomie est envisagée, évidemment, on ne fait pas de biopsie et c'est la pièce opératoire qui nous confirmera le diagnostic. Alors, les risques, les complications et les performances d'une biopsie d'une masse rénale, il faut savoir que donc, il y a une très bonne spécificité et une bonne sensibilité.
Malgré ça, on a un taux significatif de biopsie non diagnostique, c'est-à-dire que le pathologiste ne peut pas vraiment trancher. Les complications, il s'agit donc d'un hématome, plus ou moins 5%, douleur locale, hématurie macroscopique, pneumothorax, peut-être quand on pique un peu trop haut, et des hémorragies plus graves. Alors, le risque d'essaimage, finalement, il est très très rare. Il y a plus ou moins 16 cas décrits avant 2019. Et en fait, c'est lié essentiellement à la taille de l'aiguille. Avant, on utilisait des aiguilles de taille beaucoup plus grande que maintenant. Et donc, ici, ça n'arrive presque plus. Également, les tumeurs qui étaient le plus souvent essaimées, c'était des carcinomes papillaires, car les carcinomes papillaires de bas grade sont des tumeurs qui sont très friables et qui sont donc beaucoup plus à risque d'essaimage. Alors, un rapide coup d'œil sur les lymphomes primaires du système nerveux central, donc qui peuvent atteindre le cerveau, la moelle, le liquide céphalorachidien ou une atteinte oculaire. Il faut savoir que c'est un primitif qui est rare. 2% des tumeurs cérébrales et 4 à 6% des lymphomes non-hodgkiniens. Le risque augmente essentiellement avec l'âge. Et alors, la clinique est une atteinte neurologique qui est aiguë ou subaiguë liée à la localisation tumorale. Au niveau de l'anapathe, eh bien, c'est majoritairement des lymphomes B diffus à grandes cellules qui représentent 90%. Et dans les 10% restants, ce sont des lymphomes T, des lymphomes de bas grade ou des lymphomes de Burkitt. Au niveau des modalités diagnostiques, eh bien, c'est essentiellement l'IRM cérébral avec gadolinium qui sera utilisé et on essaiera de faire une biopsie cérébrale si possible. Le traitement consiste en une chimiothérapie d'induction où on va commencer par du méthotrexate haute dose avec un régiment de chimiothérapie, souvent associé à du rituximab. Ensuite, on peut évaluer la réponse et si le patient répond bien, on peut avoir une thérapie de consolidation. Je ne rentre pas dans les détails, mais il s'agit essentiellement d'une transplantation de cellules souches avec une chimiothérapie haute dose ou de la chimiothérapie seule ou de la radiothérapie pancéphalique. Le pronostic des lymphomes cérébraux, eh bien, c'est essentiellement une tumeur qui répond bien à la chimiothérapie. Certains patients atteignent une survie de plus de 10 ans. Malgré tout, la survie globale reste faible, à moins de 2 ans, et le pronostic d'une rechute ou d'une progression est sombre. Alors, je voudrais revenir aussi donc, au niveau des symptômes digestifs de notre patient qui avait une insuffisance surrénalienne. Donc, on sait que ça donne un tableau voilà, de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales diffuses, de perte d'appétit, de troubles de transit. Pour la dysphagie, qui est un symptôme assez atypique, on retrouve en fait quelques cas décrits au niveau de la littérature, hein. Ici, on avait un patient de 65 ans qui avait un anévrisme intracérébral qui donnait un tableau d'insuffisance hypophysaire avec donc une fatigue musculaire, une perte de poids, de la dysphagie et une fatigue. Également un autre cas d'insuffisance surrénalienne ici, où une patiente de 54 ans s'était présentée pour un tableau donc de perte d'appétit, de dysphagie, de nausées, et comme elle est due elle-même, une incapacité à garder les aliments solides à l'intérieur. Alors également, vu que le diagnostic d'une insuffisance surrénalienne est parfois assez compliqué à poser, il y a parfois certaines choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, notamment les dysosmies qui semblent être fréquentes. Par exemple, ici, un article qui nous dit que l'hyperosmie et l'hypergueusie pourraient être des indices dans le diagnostic de l'insuffisance surrénalienne, pardon. Et un autre article qui nous dit en effet que des troubles olfactifs et gustatifs ont été décrits chez les patients avec une maladie de Cushing ou des insuffisances surrénaliennes, et que par exemple chez les patients qui sont insuffisants surrénaliens après un traitement par corticoïdes, eh bien ils ont cette hypersensitivité olfactive qui donne en fait ce dégoût des aliments. Les odeurs deviennent beaucoup trop fortes et on a un dégoût des aliments et une perte d'appétit. Alors, rapidement, le lien entre la gastroparésie et l'hypopituitarisme, les études spécifiques sont limitées, mais il y a quand même quelques case reports qui suggèrent un lien entre ces 2 entités, surtout via l'axe thyrotrope, corticotrope et somatotrope, ces derniers ayant un rôle non négligeable dans la motilité de l'estomac. Ici, rapidement, un article qui étudiait la gastroparésie chez les patients non diabétiques. Ils avaient trouvé une association significative entre l'hypothyroïdie et la gastroparésie. Et donc, finalement, même au niveau de l'aspect endoscopique, ils remarquent que chez les patients hypothyroïdiens, il y avait une muqueuse qui était pâle, œdémaciée et un petit peu plus épaissie, contribuant peut-être à la gastroparésie. Donc voilà, au niveau des take home messages, eh bien, l'insuffisance hypophysaire provoque une symptomatologie liée au déficit hormonal sous-jacent. Ce sont souvent des symptômes qui sont spécifiques, donc fatigue, inappétence, perte de poids, douleur abdominale diffuse, avec un bilan biologique standard, entre guillemets, qui est souvent négatif. L'imagerie et l'endoscopie est souvent non contributive et donc il est vraiment crucial de préciser au maximum l'anamnèse et aussi d'investiguer les troubles olfactifs et gustatifs qui pourront peut-être mener à un bilan hormonal plus large.
Également, vu que c'était aussi ça qui nous avait mis la puce à l'oreille, c'est qu'une hypothyroïdie avec une FT4 basse et une TSH normale ou basse devrait nous faire évoquer une origine centrale et évidemment ne pas supplémenter d'emblée sous peine de fausser les interprétations des tests thyroïdiens. Voilà. Excellent. Très bonne présentation. Et alors, Brigitte, oui, commentaire quand même. Oui, je voulais juste faire un commentaire sur la polydipsie et la polyurie. Quand le patient a une insuffisance de l'axe corticotrope, très souvent, il est moins symptomatique pour son diabète insipide. Hmm. Et au moment où on commence à le substituer, la polyurie et la polydipsie peut être beaucoup plus présentes. Hmm. Ce qui était aussi le cas, et je me souviens, c'est ce patient. Absolument, oui, tout à fait. C'est vrai que ça s'est exacerbé un peu plus tard. Ouais. Autre question, commentaire? Donc, il y avait bien une gastroparésie, hein? Oui. Ok. Attends, un instant. Prends le micro. Comment est-ce qu'on explique cette dissociation entre les différentes techniques d'image et la caractérisation des kystes rénaux ou des lésions rénales? Ça, c'est une très très bonne question qui, je pense, restera non répondue. Euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs. Donc, au début, il y a une échographie réalisée en ambulatoire et puis un scanner thoraco-abdominopelvien qui décrivait ces kystes-là. Et en fait, pour nous, c'était des kystes jusqu'au PET scan où, en effet, ça devient hypermétabolique. Donc, ça, et même après, ça grandit de volume. Donc, ce sont des kystes qui prennent 1 centimètre en 1 mois, qui sont hypermétaboliques. Donc, probablement que ce ne sont pas que des kystes. Hein, Mais le peu d'ennui à la biopsie n'aurait pas amené à faire quand même cette biopsie. Tout à fait. Je pense qu'on aurait dû la faire. Oui, oui, oui. Parce que le PET, Très longtemps retardé. absolument, oui. Absolument. Parce que imagine qu'à la biopsie, on trouve un lymphome. Bon, on peut présumer que c'est du lymphome au-dessus. Euh, Imagine qu'on ne trouve rien, que la biopsie n'est pas contributive, mais alors on va sur le cerveau dans un deuxième temps. Alors c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim. Ben, il est clair que si on voit ces masses et le PET scan qui se nettoient au niveau rénal, bon, grande chance, ça soit un lymphome. Enfin, l'entité que tu as décrite, c'est plutôt des lymphomes primitifs et isolés du système nerveux central. Mhm. Nous, on devrait imaginer un lymphome rénal et quoi, et par où il est passé pour aller. Donc, ça me paraît quand même, cette hypothèse-là me paraît quand même. Surtout qu'il n'y avait pas d'atteinte ganglionnaire. Hein. Au PET scan, il Voilà. n'y avait rien du Ouais, tout. ouais. Donc, Un lymphome intra-artériel. Artériel, oui. Oui, mais alors là, on se retrouve, oui, ok, là, on se retrouve dans les lymphomes intravasculaires, évidemment, auxquels il faut penser, mais un peu dans d'autres situations où il y a une atteinte rénale et d'autres atteintes, notamment cérébrales, mais dans ces situations-là, on ne trouve justement pas de masse, et donc c'est ça qui est un peu compliqué. On va faire de la biopsie rénale. Oui, moi, je trouve que la biopsie, enfin, ça mangeait pas de pain, la biopsie rénale, quoi. Voilà, c'est ça un petit peu là. OK. Donc, le point pour revenir aux commentaires du début, quand il n'y a pas de syndrome inflammatoire, on a quelqu'un qui a manifestement, il a quelque chose, il est malade et c'est pas inflammatoire, la biologie est froide, etc. On pense au fonctionnel. Je crois qu'il faut avoir le réflexe de penser hormones de façon générale. Et alors, par ce biais-là, on coche la case hormones, alors on réfléchit. Quoi c'est. L'autre point, c'est par rapport à l'anamnèse. C'est parfois pas simple de décider que la plainte, c'est vraiment une dysphagie. Donc, la dysphagie, dans le sens strict du mot, il faut poser au patient, est-ce que vous mangez, est-ce que ça bloque? Donc, la sensation de blocage est un point vraiment important dans la définition. Et ici, je suis pas sûr, enfin, on n'a pas interrogé le patient, mais est-ce que c'est vraiment de la dysphagie? Parce que la sensation de trop plein quand on a une gastroparésie, ça peut donner des douleurs, des vomissements et une incapacité de s'alimenter, mais la description ne va peut-être pas être tout à fait la même. Alors, l'autre point qu'on n'a pas tout à fait éclairci, il était vraiment polydipsique?
Alors, comme le docteur Valkenius le disait, au début, non, mais c'est quand on a, je pense, commencé la supplémentation avec l'hydrocortisone, il a vraiment, et en tout cas, il nous a confirmé qu'il buvait beaucoup et qu'il urinait beaucoup. Mais spontanément, c'est sûr qu'il n'avait pas mentionné du tout ça à l'anamnèse initiale. Oui, parce que en plus, comme je le disais tout à l'heure, avec des lésions étendues, ça peut toucher éventuellement le centre de la soif aussi, et on pourrait être hypodipsique éventuellement, sans être adipsique. Oui, ou on peut faire la même chose. Enfin, on peut avoir une polydipsie primaire, c'est-à-dire que par atteinte hypothalamique, le patient boit beaucoup et à ce moment-là développe une polyurie secondaire sur la polydipsie. Alors, Mais dans ce cas-là, le sodium est plutôt bas. il peut être normal bas. Et c'est pour ça, encore une fois, bon, si il est à 143, on ne va pas discuter là-dessus, mais il est toujours bien lorsqu'on examine un trémie dans ce contexte-là, de voir au niveau de la normale, est-ce qu'il tape plutôt vers le bas ou il tape plutôt vers vers le haut. Et donc ça peut aider à faire la distinction. Et dans les polydipsies primaires, généralement, c'est normal tapant vers le bas. OK. Bon, très bien. Je pense que pas mal de messages sont ressortis de tout cela. Il reste le petit doute sur ces lésions rénales, mais peut-être que la suite nous dira. Donc, Effectivement, oui. reste en contact avec. Oui, oui, dans mes favoris. OK, parfait. Allez, mais merci aux intervenants et à la semaine prochaine.